Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après le ministère de la Santé, en France, environ 10 millions de personnes consacrent au moins une partie de leur temps à aider un proche en situation de handicap ou qui a perdu en autonomie. À l'occasion de la journée nationale des aidants, le 6 octobre, on a voulu vous faire entendre le témoignage de Vincent Valinduc, 42 ans, médecin généraliste et chroniqueur dans l'émission Télématin sur France 2. Pendant 14 ans, il s'est occupé de sa mère, atteinte d'une maladie apparentée à l'Alzheimer, puis de son père. Il vient de raconter son histoire dans un livre intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents » paru chez Stock, et il a accepté de se confier dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Vincent Valinduc vit à Paris, mais il est originaire du Havre, en Normandie, où il est né le 14 octobre 1980. Il a un grand frère, leur mère est femme au foyer, et leur père est docker de père en fils. Il travaille en tant qu'ouvrier portuaire pour charger et décharger les bateaux qui arrivent ou partent du port du Havre. Vincent grandit dans une petite maison, au sein d'une famille soudée, et il me raconte qu'il n'a manqué de rien. Après son bac, à 18 ans, il doit choisir sa voie professionnelle. Moi, mon rêve de gosse, c'est de devenir médecin. Et quand j'en parle à mon père, lui, me dit, tu sais, pour être médecin, il faut être fils de médecin. Nous, on est ouvriers, tu pourras pas faire médecine, tu seras docker. Et c'était pas du tout un manque de confiance en son fils. C'était plutôt une protection paternelle parce que la peur de l'inconnu. Et donc, j'ai grandi avec ce déterminisme social d'où tu seras docker sur le port du Havre. Et je suis rentré docker à l'âge de mes 18 ans, à 14 octobre. C'était un temps assez merdique. C'était un samedi, il pleuvait, des crachats, c'était l'enfer. Le temps était froid, il y avait de l'eau partout, bref. Et mon père m'a accompagné sur le port du Havre pour ma première journée où j'ai enfilé mon casque, mes gants, mes bleus qui étaient 10 fois trop grands et des chaussures de sécurité. Donc voilà, j'ai grandi dans cet univers sans jamais trop me poser de questions. Mais comme j'étais finalement pas trop mauvais à l'école, j'ai quand même négocié avec mon père pour lui dire, écoute, ok, je rentre sur le port, je travaillerai tous les jours, il n'y a pas de souci, mais j'irai quand même à la fac des sciences du Havre. Et comme j'avais pas fait de biologie depuis des années, je me suis dit, un petit plaisir personnel, je me suis inscrit en fac de bio. Alors j'y comprenais rien. Je ne savais pas combien il y a de chromosomes, je ne savais pas ce que c'était qu'une drosophile, mais après des cours un petit peu intensifs le soir à la BU, j'ai rattrapé le niveau et puis pendant 5 ans, j'ai fait ça, docker sur le port du Havre, tout en étant à la fac des sciences à la faculté du Havre. Quand il a 23 ans, il obtient un master de biologie et décide d'arrêter son travail de docker. Il s'installe à Paris et travaille dans l'industrie pharmaceutique pendant 1 an. À 24 ans, il plaque tout pour réaliser son rêve d'enfant et devenir médecin. Il s'inscrit à la faculté de médecine de Rouen où il emménage et il rentre tous les week-ends au Havre pour voir sa famille et réviser ses cours. En 2009, Vincent est en 3e année de médecine. Sa mère, Nadine, a 50 ans et tous les week-ends, elle prend soin de son fils qui étudie longuement enfermé dans sa chambre. Quand je révisais les week-ends en permanence, ma mère venait me voir dans la chambre. Donc elle frappait à la porte régulièrement, 2-3 fois par jour. Et puis elle me demandait à chaque fois qu'est-ce que je veux manger le soir. Et donc régulièrement, je répondais la même chose, parce qu'il fallait que ce soit efficace et rapide. Et en fait, à chaque fois, je lui disais des pâtes. Et quand j'arrivais le soir, j'avais moussaka. Et je me disais, tiens, c'est pas grave, elle n'a pas fait attention à ce que je lui ai dit. Et puis, c'est devenu de plus en plus fréquent. C'était l'oubli du déjeuner, du dîner, et puis après c'était l'oubli de mettre de la lessive dans la machine à laver, et puis parfois elle oubliait qui venait de téléphoner. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont apparues les unes derrière les autres. Et à partir de là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait mon frère aussi qui l'a repéré et mon père aussi. Donc on s'est dit qu'il fallait consulter un médecin. Donc on a consulté le généraliste. C'était un premier bilan qui n'a pas montré d'anomalie, mais c'était pas suffisant finalement parce que au fur et à mesure, les symptômes ont commencé à continuer à gagner du terrain. Mettre une capsule dans une machine à café, c'était compliqué. Allumer une télévision, c'était compliqué. Elle effaçait tout ce qu'elle avait appris depuis l'enfance, tout ce que nous, on apprend quand on grandit, un enfant qui apprend à faire ses lacets, à servir de sa fourchette, à mettre un rond dans un rond, bref. Là, ça commençait à partir petit à petit. Vincent, son père et son frère décident alors d'en parler à un neurologue. Vincent accompagne sa mère à chacun de ses rendez-vous qui ont lieu régulièrement pour essayer de poser un diagnostic. En 2012, Vincent déménage à Paris pour son internat de médecine, mais il reste très présent pour sa mère à distance.
Presque 4 ans après l'apparition des premiers symptômes, le neurologue explique à Vincent et sa famille que Nadine, qui n'a que 54 ans, souffre d'une maladie apparentée à l'Alzheimer. Elle souffre donc de symptômes de cette maladie, comme la perte de mémoire, mais aussi de symptômes de la maladie de Parkinson. Nadine a de plus en plus de mal à parler, à marcher et à effectuer les petits gestes du quotidien. Et petit à petit, elle ne peut plus rien faire toute seule. Son mari Denis doit s'en occuper au quotidien pour la laver, lui donner à manger ou encore l'aider à se déplacer. J'appelais mon père 3 ou 4 fois par jour, au réveil le matin à 9h, à midi, à 15h l'après-midi, puis le soir à 20h, 20h30 une fois que ma mère était couchée. Je gérais à distance les rendez-vous médicaux, les infirmières, les kinés, toute la charge mentale de la gestion qui tournait autour de ma mère. Mon frère, lui, gérait tout l'administratif sur place, l'entretien de la maison, la gestion des impôts, remplir les frigos. Et donc, moi, je rentrais les week-ends. Je rentrais les week-ends au Havre le vendredi soir, samedi, dimanche. Pour soulager mon père, je rentrais. Je partais plus en vacances non plus, ça s'est terminé. Dans cette petite maison toute mignonne, qui d'extérieur, mon père avait adoré entretenir le jardin, l'herbe était coupée magnifiquement, enfin bref, la peinture était nickel, bref. Mais dans cette maison, à l'intérieur des murs, c'était l'enfer. Enfin, et ça, personne ne pouvait le savoir. Souvent, je me suis senti totalement seul et démuni. Ça avait des conséquences aussi sur mon mode de vie, c'est-à-dire qu'en semaine, j'arrivais pas à m'accorder à lâcher prise, c'est-à-dire que je voulais pas sortir en soirée, aller au cinéma c'était compliqué parce que j'avais pas de réseau et il fallait que je reste joignable si besoin, ce qu'on appelle l'hypervigilance, où vous avez cet état de concentration et d'éveil toujours à guetter la moindre emmerde, de se dire bon il faut que je réagisse. Vous sortez jamais le cœur léger, quoi. C'est toujours la tête très occupée que vous sortez. Et puis avec mes amis, je voyais bien aussi qu'on n'était pas sur la même échelle, c'est-à-dire qu'eux me racontaient leurs rencontres, leurs soirées, leurs trucs, et moi je me disais oh là là, je suis à 10 000 de tout ça. Enfin, j'arrive pas à prendre plaisir dans ce qu'ils me racontent parce que moi j'ai une telle chape de plomb sur les épaules. Voilà, tout est beaucoup plus lourd quand vous avez des choses aussi importantes à gérer. Nadine ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant, aidée par son mari. Elle perd progressivement la mémoire et ne s'exprime plus vraiment. En 2015, Vincent soutient sa thèse et devient officiellement docteur en médecine. Il est désormais médecin généraliste à Paris et même s'il passe tous ses week-ends, ses jours fériés et ses vacances à s'occuper de sa mère, il a l'impression de ne jamais en faire assez. Et je découvre le mot d'aidant en regardant la télévision par un journaliste qui à un moment donné dit voilà ce que c'est qu'un aidant, c'est une personne qui aide un proche quasiment plusieurs fois par jour, au quotidien, alors qu'il n'est pas vraiment professionnel. Et là, mon sacerdoce prend un nom, aidant. Ben, ça fait du bien de le savoir. Parce que souvent, quand vous rentrez dans ce chemin-là, chemin de croix, j'ai envie de dire, vous avez l'impression que c'est normal et naturel en fait, d'aider votre proche, ou votre enfant, ou votre voisine. Et en fait, pas vraiment. Si vous êtes fatigué, c'est normal, quoi. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer tout dans la même journée, c'est normal aussi. Je sais pas, moi ça m'a vraiment soulagé. C'est étonnant, mais de savoir que j'avais un rôle, quoi. J'étais pas le fils qui était en train de se noyer. Enfin, je me noyais, oui, mais j'avais un rôle. En 2017, 8 ans après le début de la maladie de sa mère, Vincent demande à son père de faire appel à une auxiliaire de vie, quelques heures par jour, pour les aider à s'occuper de Nadine. Mais celui-ci refuse, parce qu'il pense que personne ne peut s'en occuper aussi bien qu'eux. J'en pouvais plus, je lui dis écoute, moi si tu veux pas de l'aide, enfin je peux plus là, je suis à bout. Enfin, mon frère et moi on est au max, donc on pourra pas plus. On lui disait mais papa, il faut vraiment de l'aide quoi. Et en fait, pour réussir à faire accepter l'idée à mon père qu'il fallait être aidé, je lui dis mais si toi demain il t'arrive quelque chose, est-ce que tu préfères que ce soit moi qui t'emmène aux toilettes et qui te fasse ta toilette, ou tu préfères que ce soit quelqu'un dont c'est le métier? Comme ça, une façon aussi de garder ta dignité. Et en fait, c'est cet argument qui lui a permis de comprendre. Et voilà, et à partir de là, il a accepté que des auxiliaires de vie interviennent à la maison. Et puis, il y en a une première, une deuxième, une troisième, elles se sont un peu succédées. Mon père me dit, tu vois, elle sait pas faire, regarde ta mère, elle sait pas la porter, elle sait pas faire le transfert, elle lui donne à manger trop vite, c'est pas fini, elle a pas vidé sa bouche. Enfin bref, mon père, voilà, je pense qu'il voulait trouver toutes les excuses pour qu'on arrête l'auxiliaire de vie. Et un jour est arrivée l'auxiliaire de vie Sandrine, que j'ai appelée Mary Poppins, qui a été une bouffée d'oxygène dans cette maison incroyable. Enfin, elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie et elle était auxiliaire de nos 4 vies à nous. C'est-à-dire qu'elle nous a apporté de l'oxygène à tous les 4. Elle nous a permis de souffler. Elle s'est occupée
à merveille de notre maman. Et en fait, nous, ça nous a permis de nous concentrer sur les moments plutôt agréables de la journée. On n'avait plus à donner à manger, à faire le réveil, à faire la toilette. Enfin, et du coup, on pouvait se permettre de se concentrer que sur les moments d'échange, de sourire. Et Dieu sait qu'il y en avait de moins en moins avec la maladie. Donc, sauf que lorsqu'on la voyait sourire une petite fois, ça faisait oublier les 3 semaines de galère qu'on venait de passer. Donc, il faut absolument accepter d'être aidé, c'est capital. Cette nouvelle auxiliaire de vie, Sandrine, arrive pendant l'été 2017. Son aide est précieuse, mais malheureusement insuffisante car la maladie continue d'avancer. Et Vincent continue ses allers-retours chaque week-end. Pour essayer de mieux vivre la situation, il commence une psychothérapie. Je me posais le temps d'un instant dans un fauteuil et j'avais l'impression que c'était un instant que pour moi. Voilà, c'était un temps arrêté et je faisais un bilan de tout ce que je venais de vivre et de ressentir aussi. Je trouve que quand on est aidant, vous avez tellement la tête dans le guidon que vous n'arrivez pas à savoir si c'est normal ce que vous êtes en train de vivre. Quand je racontais à ma psy que ma mère commençait à plus savoir parler, à plus me reconnaître, je lui disais d'une manière avec un ton très monotone, je balançais l'info comme ça, en pilote automatique, et elle, je la voyais un petit peu incliner la tête, faire la moue, je comprenais en la regardant que c'était pas normal, que ça faisait, en fait c'était assez douloureux, avoir un soutien psychologique est essentiel et ça vous permet d'apprendre des notions, notamment la notion de deuil blanc. Le deuil blanc, je ne savais pas trop ce que c'était et j'expliquais parfois l'ambivalence que je pouvais ressentir auprès de ma psychologue. Elle m'a dit, parfois on accompagne des patients atteints de maladies neurodégénératives, leur mémoire s'en va, leur capacité à comprendre, à reconnaître disparaît, mais étonnamment, physiquement, et il ressemble à la même personne qu'on a toujours connue. Donc effectivement, j'avais une maman avec... physiquement, elle était encore là, toute jolie, et avec l'odeur de sa peau, de ses cheveux, mais qu'elle commençait à m'oublier petit à petit. Donc c'est avoir une personne qui est toujours là physiquement et qui ressemble à la même personne que vous avez connue, mais qui finalement n'est plus la même. Après des années et des années à s'occuper de sa femme quotidiennement, Denis, le père de Vincent, commence à avoir des problèmes de santé. Plus ça allait, plus ça avançait, plus sa santé était compliquée. Parce qu'en fait, lui, il était aidant 24 heures sur 24, jour comme de nuit. C'est-à-dire quand il y avait un problème la nuit, un petit accident nocturne, il fallait changer ma mère à 3 heures du matin, donc il le faisait. Et puis, il commence aussi à vieillir en âge, à plus très bien manger, parce qu'en fait, il passait 1 heure à donner à manger à ma mère, donc lui ne mangeait plus en même temps. Ou alors, quand il avait fini de lui donner à manger, il prenait un petit sandwich, un jambon beurre qui se faisait rapidement. Et sa santé, il l'a mise de côté. Son état s'est fragilisé, et puis petit à petit, on voyait bien que c'était compliqué pour lui aussi. Ouais. En 2019, 10 ans après le début de la maladie de Nadine, Denis s'effondre. Il est placé en réanimation, et Vincent se rend au Havre en urgence. Mon père était en réanimation, il était dans le coma. Ma maman, quand mon père était absent, ça a déstabilisé totalement ma mère. Elle devenait agitée, elle hurlait dans la maison. Donc je dormais avec ma mère la nuit pour essayer de l'apaiser. Et puis le jour, j'étais dans le service de réanimation avec mon père en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, mon frère et moi étions là tous les deux en train de nous dire bon, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir à gérer tout ça maintenant là ? Pendant de longues années, on pensait déjà avoir touché le fond, mais en fait non, il y a toujours pire du pire quoi. On s'était dit mais comment on va faire ? On était vraiment totalement perdus. Finalement, mon père, force de la nature, il s'en est sorti. Je pense que de nombreux médecins, moi le premier, je me disais que ça allait être compliqué. Mon père, il a pris quelques jours pour se remettre et pour se reconnecter surtout. Et puis un dimanche soir, il a dit c'est bon, je sors contre avis médical. Et moi j'étais à Paris, j'ai le médecin qui m'appelle, il me dit votre papa il veut sortir contre avis médical, comment ça ? Il tient à peine debout, il a perdu des kilos, non. Et si, il est sorti contre avis médical, il a rejoint ma mère et qui a, au son de sa voix, immédiatement eu le sourire en 2 secondes et la connexion s'est refaite immédiatement. Et elle s'est remise à manger, à bien dormir, à plus avoir d'hallucinations. Cette connexion était juste incroyable entre les deux. Le quotidien d'aidant reprend pour Denis, aidé par Vincent et son frère. En avril 2022, il remarque que Nadine, qui a 64 ans, a de plus en plus de mal à déglutir. Ses fonctions vitales commencent à être affectées. Le soir du 20 avril 2022, Vincent est au Havre chez ses parents. J'ai senti que la soirée allait être compliquée. Je demande à mon frère de venir parce que je sens que la nuit va être compliquée, difficile. Et donc oui, elle s'est éteinte le 21 avril 2022. On était à ses côtés, mon frère, mon père et moi, et il y avait beaucoup d'amour en tout cas. Mon père est décédé le 9 juin à l'âge de 67 ans, donc tout jeune, fragilisé par ses années d'aidance et puis le chagrin de l'amour, ce chagrin qui était inconsolable. Il était aussi très affaibli, toutes ces années, ça a été compliqué pour lui, vraiment extrêmement diminué.
Et puis, effectivement, lui aussi, il nous a quittés quelques temps après. La première chose qu'on ressent, oui, c'est le vide, mais le silence. En fait, après le décès de ma mère, surtout, la maladie qui avait pris place dans cette maison et qui était très bruyante, parce que quand les infirmières qui rentraient, les kinés, les machins, il y avait du bruit, il y avait du mouvement, et puis finalement, quand ma mère est partie, tout s'est envolé, quoi. Comme s'il y avait la tempête avait tout emmené, et que de nouveau, les oiseaux se mettaient de nouveau à chanter dans le jardin. Enfin, on réentendait tous les bruits qu'on n'entendait plus avant. Quand vous avez, pendant 14 ans, été aidant, que vous avez organisé vos journées et rythmé vos journées autour de 2 personnes, enfin initialement ma mère, puis ensuite mon père, puis les 2, du coup, en fait, il y a un gros vide, quoi. Enfin, vous savez plus du tout. Vous vous levez le matin. Moi, quand je me levais le matin, je savais pourquoi je me levais. Je savais que j'avais des choses à faire, à m'occuper d'eux, et voilà. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai eu cette sensation de perdre le toit que j'avais au-dessus de ma tête. Enfin, un grand vide, et bien sûr, il manque terriblement, oui. Comment vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui, comment je vais ? Ça va, de les savoir tous les 2 en paix, moi ça m'apaise, enfin, j'en ai plus dans la souffrance, dans ce qu'on a pu vivre à la fin. J'avoue que c'est agréable de ne plus être en état d'hypervigilance, de pouvoir éteindre son téléphone la nuit, je reste toujours très proche de mon frère, on s'appelle toujours 3-4 fois par jour, et voilà, j'avance. Ambre Vincent Valinduc a donc sorti un livre le 20 septembre, « Je suis devenu le parent de mes parents », paru chez Stock. Pourquoi il a décidé de raconter son histoire ? Son objectif avec ce livre, c'est vraiment d'aider les aidants. Il m'a dit qu'il voulait mettre en lumière ce rôle parce qu'il sait que quand on est aidant, on se sent souvent très seul. Il l'a lui-même vécu. Et il avait envie aussi de les aider en leur donnant des conseils pratiques, en racontant ce que lui avait pu mettre en place pour améliorer le quotidien de ses parents, mais aussi son quotidien d'aidant. On l'a entendu dans ton sujet, son père Denis est mort quelques mois après sa femme, très fatigué après 14 ans d'aidance. Est-ce que c'est fréquent ce genre de situation ? Oui, c'est très fréquent. Vincent m'a expliqué que quand on est aidant, on a tendance à s'oublier. Et puis physiquement et psychologiquement, c'est très difficile d'être aidant. Donc beaucoup d'aidants y laissent leur santé. Et aujourd'hui, il y a même un aidant sur 3 qui meurt avant son proche aidé. Et aujourd'hui, il est possible d'être reconnu comme aidant par l'administration ? Oui, tout le monde ne le sait pas, mais c'est possible. Et ça permet notamment d'avoir des dédommagements financiers en fonction du degré d'aidance, mais aussi de faire valoir ce qu'on appelle son droit au répit. Et en fait, ça permet d'avoir droit à des aides, des solutions pour se dégager du temps, pour se reposer ou partir en vacances, par exemple. Et c'est d'ailleurs pour sensibiliser à ce sujet que la Journée nationale des aidants, le 6 octobre chaque année, existe. Dans les années à venir, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes amenées à devenir des proches aidants ? Oui, aujourd'hui, on l'a dit, il y a environ 10 millions d'aidants en France et ce chiffre va continuer de grossir. La population est vieillissante, on va vivre de plus en plus vieux et donc il va nécessairement y avoir de plus en plus d'aidants dans les années à venir. Et selon les prévisions de la DREES, la Direction de la Recherche, des Études, des Évaluations et des Statistiques, un actif sur 4 sera aidant en 2030. Merci Ambre Rosala. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire tous les samedis. Enfin, si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, codesource@leparisien.fr.